Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Alors avant de commencer, je voudrais vous signaler, comme je le fais depuis quelque temps déjà sur toutes mes vidéos, que le 12 octobre 2019, dans la salle des fêtes de Bettencourt-sur-Somme, je vais organiser donc une conférence sur le thème des violences, comment les définir et notamment aborder les violences de type manipulatrice à forme perverse. Ça sera donc une conférence qui sera enregistrée, participative, dont l'entrée est gratuite. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important qui est le commentaire pour la première fois d'un homme qui m'a expliqué ce qu'il avait vécu au travers la manipulation à forme perverse, donc mes côtés femmes, c'est-à-dire une femme l'a manipulé. Donc il n'a pas voulu témoigner en direct et à la limite c'est quelque chose que je peux comprendre. Cependant, je lui ai soumis donc le texte qui est synthétisé, qui va être lu aujourd'hui pour permettre de faire avancer un petit peu le débat et permettre aussi peut-être aux hommes, d'encourager les hommes à parler de leurs relations toxiques avec les femmes. Voilà, à tout de suite, je vous laisse écouter. Témoignage d'un homme manipulé. Quelques chiffres. Sur 100 victimes de violences conjugales aujourd'hui, on estime qu'il y a 90 femmes pour 10 hommes. La violence qui s'exerce sur les hommes est surtout psychique. Ils se plaignent d'humiliation, d'être traités comme des paillassons, de harcèlement et certains subissent même des violences physiques. Force est de constater que certaines femmes ont la capacité de manipuler leurs compagnons, bien qu'elles utilisent beaucoup moins la force physique. D'ailleurs, il est établi que les violences qu'elles exercent sont généralement perpétrées par le biais d'une arme, d'un objet contondant ou autre. Jean a 55 ans quand il rencontre Béatrice. Il s'est tout de suite senti désarmé face à elle. Il la voyait si belle et si brillante. Il était de 8 ans son aîné. Il s'est immédiatement senti valorisé par cet amour. C'était flatteur de voir qu'une telle femme s'intéresse à lui. Il a un beau métier, possède une bijouterie dans un quartier aisé, mais rien d'exceptionnel. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence à Sydney. Elle était là. Elle lui a souri, ils ont parlé. Il était fasciné par son enthousiasme, sa culture et aussi par son exubérance alors que lui se savait timide. Elle a dit qu'elle l'avait observé, qu'il avait l'air un peu perdu, que c'était ce qui l'avait décidé à engager la conversation avec lui. Elle n'avait pas tort du tout. Il était divorcé depuis 2 ans avec 2 enfants qui vivaient chez leur mère à Londres. Il ne les voyait qu'une seule ou 2 fois par mois. Il se sentait assez seul et c'est certainement ce qui a été un élément déclencheur. Ce premier jour, ils sont allés boire un pot ensemble après cette conférence et avant de se lever pour partir, elle a dit « Je viens enfin de rencontrer l'homme idéal ». Malheureusement pour Jean, au bout de quelque temps, il a déchanté. Il n'était plus vraiment l'homme idéal. Elle le passait sans arrêt à la douche écossaise, alternant des mots gentils avec des paroles blessantes. Le problème, dira-t-il plus tard, c'est que dans ce cas-là, ce sont les expressions blessantes qui restent. Par exemple, lorsque nous étions au lit, et je dois dire qu'avec elle le sexe était génial, j'avais retrouvé un entrain de jeune homme. Elle me faisait souvent remarquer que j'avais de l'embonpoint et concluait par « Tu n'es pas beau, mais je t'aime tant ». Jean déclarait devant le peu d'amis qui lui restaient qu'il ne fréquentait plus, car Béatrice était douée d'un entrain inégalable, très appréciée, au centre de tout et détournait le moindre sourire, la moindre remarque la valorisant. Lui faisait figure de plouc. Il avait l'impression qu'elle lui parlait avec condescendance. Elle était très gentille, mais en même temps,
elle arrivait à sous-entendre qu'il était nul. À la maison ou ailleurs, elle avait toujours à redire sur ce qu'il faisait. La première fois où il lui a apporté des fleurs, pensant lui faire plaisir, elle les a saisies avec une mine faussement masquée en disant « Elles sont belles, mais je suis un peu allergique. Enfin, tu ne pouvais pas le savoir, mon pauvre chou. » Gentille, elle ne croyait pas si bien dire. Il devenait un vrai légume à ses côtés. Lors de certaines disputes, comme cela arrive dans tous les couples, elle était capable de faire la tête pendant des heures ou des jours d'affilée. Elle se déchaînait d'abord contre lui, l'accusant de tous les maux. « T'es un ingrat, je te sacrifie mes plus belles années. » Après, elle entamait des silences boudeurs. J'en craignais le pire, qu'elle ne le quitte, qu'il se retrouve seul à nouveau. Petit à petit, il sombra dans la dépression. Au bout d'1 an, elle l'avait convaincu qu'il valait mieux mettre la bijouterie à son nom, pour des raisons fiscales. Quand il a hésité, elle lui a hurlé dessus, outré qu'il fût si égoïste et si cupide. Jean a fini par céder dans l'espoir secret qu'elle finirait par l'aimer complètement. C'est lors d'un voyage en Norvège qu'elle l'a littéralement ridiculisé devant les gens. Il ne se débrouillait pas très bien en anglais et ce jour-là, elle l'a écrasé devant tout le monde en disant « Ce n'est pas la peine d'essayer de faire le singe savant, on ne comprend rien à ce que tu baragouines. » Elle le blessait souvent comme ça. Elle l'a peu à peu éloigné de ses enfants qu'il ne voyait presque plus. Quand il a essayé de se rebeller, elle s'est transformée en furie, assénant qu'il ne l'aimait pas assez, alors que parfois elle affirmait le contraire, à savoir que son amour l'étouffait. C'est à ce moment-là qu'elle a saisi l'occasion et a commencé une série de « je te quitte, je te reprends, je te requitte ». Cela a duré plusieurs mois. C'était très dur pour Jean qui ne savait plus où il en était. Finalement, elle l'a quitté pour de bon en gardant la boutique à son nom. Il a fallu qu'il la dédommage de 350 000 € pour récupérer ce qu'il avait cédé gratuitement sous son influence. Il précise qu'elle n'y a jamais travaillé de quelque manière que ce soit. Il a honte de l'avouer, mais à un moment donné, elle se montrait tellement menaçante qu'il a eu peur qu'elle lui fasse du mal. Il a déclaré « C'est triste à dire, mais c'est de ma faute. Je me suis laissé berner. Autour de moi, mes proches, ceux qui m'ont aidé, insistent pour dire que je ne suis coupable de rien. Je sais qu'ils ont raison, mais dans ma tête, c'est encore flou. Il me faudra du temps pour avoir de nouveau confiance en une femme. Encore plus pour que je reconstruise une relation avec mes enfants, que je me reconstruise tout court. » Témoignage recueilli par Thierry Mignon, sophrologue, psychothérapeute. Pourquoi la culpabilité masculine est-elle vécue ? Alors, la culpabilité masculine dans le cadre des attaques morales, elle est souvent cachée parce que l'homme, en fait, représente dans la symbolique, on va dire, sociale, la force et aussi, en même temps, la difficulté qu'ont les hommes, entre eux, eh bien, de parler de leurs propres expériences, de leur propre vécu. Je suis obligé de dire, même si je ne partage qu'en partie ce point de vue, toute la société, en tout cas, même si elle est en cours d'évolution, fort heureusement, eh bien, la société, surtout à l'époque de Jean, eh bien, est une société où l'homme, en fait, est responsable, chef de famille, il a voilà, il est toujours dans la force. Et ceci est vraiment, pour moi, la preuve par excellence que la société, à un certain moment, va empêcher l'homme de parler
surtout par rapport aux rapports qu'ils peuvent entretenir entre eux. Voilà, donc ça me semble important de le dire. Et d'ailleurs, ce témoignage, en fait, donc bien sûr Jean est un pseudonyme, à quelques années près, son âge est réel. Néanmoins, ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir la compréhension de dire que la violence morale à forme perverse, elle n'est pas sexuée. Elle peut être aussi bien d'un côté comme de l'autre sexe. En fait, il y a toujours aussi une ligne, on va dire, qui va être une sorte de chemin dans laquelle va s'engouffrer le manipulé et le manipulateur. Et c'est toujours pratiquement sur la même situation. Et c'est vrai qu'il est difficile d'accepter pour un homme, le fameux échec. Là, dans ce témoignage, on apprend effectivement qu'il y a eu en fait un engagement financier. Néanmoins, dans les témoignages que j'ai reçus, eh bien, il y a aussi des problèmes de garde d'enfants. C'est-à-dire que les hommes sont spoliés à 90% de leurs droits de visite. Parfois, eh bien, il y a des procès qui sont coûteux, qui sont engagés pour que les hommes puissent retrouver en fait leur vie au sens propre du terme, mais ça n'est pas sans conséquence. Voilà pourquoi est-ce que je pense qu'il est important de définir en fait les violences et surtout de dire que en fait elle n'appartient pas qu'à un groupe et ça n'est pas qu'un seul groupe qui est l'auteur de ces violences. Voilà. Dans une prochaine vidéo, vous aurez l'occasion d'écouter un autre témoignage, celui-là plus âgé puisque c'est un patient qui a pas loin de 75 ans, donc qui a vécu encore dans une autre époque. Néanmoins, j'espère que le fait de dénoncer toutes ces violences, aussi d'être écouté par rapport à son vécu, eh bien, replacera l'individu au centre de sa propre histoire. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt. Juste avant de terminer la vidéo, je tenais à vous dire, la personne qui lit ces textes eh bien, me permet de pouvoir, moi, de mon côté, de faire quelque chose de beaucoup plus simple, à savoir l'écoute. Alors, merci aux lecteurs, merci à vous tous, au revoir et à très bientôt. Au revoir.